Son grand ami, son mentor, venait d'être déchu au terme d'un interminable tournoi auquel nul ne comprenait goutte. Le nouvel empereur de l'Amérique était le baron du bidon. Notre minuscule caniche en était tout retourné. Il ne connaissait rien des us et coutumes de Sir Joe le Bidon. C'était un quasi-vieillard, et ça, c'était une bonne nouvelle. Il avait de surcroît ravi les beaux esprits de la Startup Nation en se choisissant comme vice-roi une reine, la baronne de Laris, une courtisane des plus sémillantes qui s'était fait connaître en divulguant sur une lucarne magique sa recette de la dinde pour la Thanksgiving. Ainsi en allait-il en Startup Nation, au royaume du grand cul par-dessus tête, confinés et confis dans leur logement mal aéré, les riens et les riennes broyaient du noir et suçautaient amèrement les reliefs de leurs maigres volailles, pendant que leur prince se faisait expliquer par le menu comment rôtir une dinde, ceci afin de complaire à son nouveau mentor et le recevoir des plus dignement quand on lèverait provisoirement la grande passion. En novembre de l'an de disgrâce 20, le baron du cache-sexe, n'ayant point de barbe, ne se mitait point. Mais il perdait le nord. Il annonça pompeusement que les jeux de neige seraient réouverts, mais point les tire-fesses pour s'y rendre. Ah, ils sont malins. Je n'en suis pas voulu parfois quand même. En décembre de l'an de disgrâce 20, les riens et les riennes furent très nombreux à battre les pavés des cités du pays pour protester vigoureusement contre l'édit du duc du Darmalin, lequel avait pour but d'exercer un contrôle généralisé de toute la population du pays, à l'aide de lucarnes scélérates et d'engins volants motorisés, lesquels seraient capables de reconnaître jusqu'au moindre de vos poils. La baronne du cachalot, chambellane en charge des affaires des arts et de l'esprit, avait purement et simplement sombré, on ne savait trop où, à moins qu'elle ne fût revenue à sa précédente marotte, qui consistait à pérorer dans les salons d'une lucarne magique. Les saltimbanques en étaient réduits à la soupe populaire, mais les mauvais histrions, comme Monsieur de Lanne Ouna, continuaient de faire leur chou gras dans ces salons. On n'exigeait rien de ces courtisans, pourvu qu'ils continuassent à déverser dans les cervelles fatiguées des riens et des riennes leur mauvaise bouillie. On s'interrogeait. Pourquoi tant de dureté envers le monde des arts? N'était-ce point encore le tropisme néronien de notre poudreux cabotin qui le poussait à tout incendier pour rester le seul chantre de la Startup Nation? Son vil peuple, mis à la diète, serait forcé de reconnaître son immense génie quand il ne resterait plus que lui. À la mi-décembre, le roi, qui se sentait souffrant, se plaignit à la reine consort. « Faites-vous écouvillonner, mon ami !» lui fut-il répondu du fin fond d'un corridor. Ainsi fut-il dit, ainsi fut-il fait. Notre inconséquent valétudinaire avait bel et bien contracté la grippe pangoline. Tous les gazetiers nourris aux croquettes étaient en émoi. On fit dire des neuvaines et brûler des cierges pour la guérison du rhume. 2 jours plus tôt, un dîner de 10 couverts avait réuni ses plus virils et fidèles grognards. En plein couvre-feu, on avait bamboché jusqu'après les minuit. Tout s'était atteint. Les riens et les riennes, que les lucarnes magiques abreuvaient de conseils toute la sainte journée sur ce qui était hautement proscrit, et sur qui pleuvait comme à Gravelotte un déluge d'ordre et de contre-ordre dont le ridicule le disputait à l'inanité, ricanaient sous cape. Ce n'était point des neuvaines qui se murmuraient au fond des choses.
lumière, mais des incantations d'une toute autre nature. La grande pompière de la cour, notre bonne marquise de la Courge, laquelle assurait désormais seule cette fonction, la marquise de Sittard s'étant volatilisée, vola au secours de son Roy en assurant que ce n'était point en bambochant que sa capricieuse imprudence avait contracté les miasmes pangolins, mais en travaillant d'arrache-pied avec ses dévots. Notre christique souverain était pour ainsi dire tombé au champ d'honneur. L'année n'eût point été complète sans les nouvelles recommandations pompeusement édictées pour le réveillon de la Noël. Il fallait le passer dehors, dans son jardin ou sur son balcon. Le chevalier Godefroy Bouillant d'Alenvers salua cette idée. Nous avons la chance de vivre sous des cieux cléments. Il était donc entendu qu'on réveillonnerait en claquant des dents, non sans avoir pris le soin de laisser bonne maman dans la cuisine avec la dinde. On se souvint dans tout le pays, en ricanant, du vieux dicton « Noël au balcon, enrhumé comme un con ». Notre charmant Zéphyr, dont la quarantaine n'avait point excédé la septaine, avait scrupuleusement rendu compte en personne de la qualité de ses humeurs, de la viscosité de ses crachats et de la consistance de ses selles. De mauvais esprits s'étaient néanmoins laissés aller à supputer que tout ceci n'était qu'affêterie et menterie, que le Roy n'était point malade, mais cherchait à le faire accroire afin de susciter la pitié du peuple qu'il fallait bien duper. Nonobstant les recommandations drastiques édictées par le chevalier Godefroy Bouillant d'Alenvers, les riens et les riennes purent se livrer aux traditionnelles agapes après s'être échangé quelques menus présents. On trouva dans bon nombre de souliers de petites poupées de son à l'effigie de sa très détestée suffisance, ainsi que de petites aiguilles. La veille du 28 décembre avait débuté la grande croisade de la Sainte Maxime, sous les ordres du chevalier Godefroy Bouillant d'Alenvers. Il faudrait accélérer l'administration du sérum à tous ceux qui le souhaiteraient. Et il serait fortement recommandé de le souhaiter. Les apostats seraient farouchement poursuivis, ou ils périraient, faute de soins, dont on les priverait afin de les punir. C'était là ce que le bon baron de Cachesex appelait l'ordre naturel des choses. Ainsi en allait-il au royaume de Grand Cul par-dessus tête, au temps de l'épidémie de grippe pangoline. Ainsi, au milieu du vague, du fumeux, de l'hypothétique, du mensonger, la start-up nation de l'an 20 ne ressemblait-elle point chaque jour davantage à la moribonde république de l'an 40 de l'autre siècle, à ce triste moment de son histoire que l'on avait nommé la débâcle. Chronique de l'an de disgrâce 20 de Julie d'Aiglemont. Ouais, super. Ah mort, Louis Poivre et Macron. Bravo. Donc voilà, vous avez ma cassette. Hein, ce n'est pas celle de Dame Birodite. Elle n'y touchera point, je vous promets.